Situation obèse bipolaire, donc peut-être là-dessus aussi qui ne répond pas. Dyslip, démence MMS 23. J'ai une bio qui date du 16, où il avait des lymphocytes à 1,38. Très bien. Il vient d'EHPAD. Bonjour, je suis le docteur. Ça va? Alors, un hématome, là, elle a une prothèse du sang, il n'y a rien en fait. Elle a bilan sanguin du sang, BU positif avec ECBU, scanner du système, il y a une sténose artérielle. Ah oui, elle a fait. Bon, il y a un peu mal rien. Vous vous sentez gêné pour respirer? Et c'est combien? De quoi? C'est combien? 3 litres. Bon, voilà. Ça y est. Désolée, parce que vous avez plein de stress. Attendez monsieur, bougez pas s'il vous plaît. Examen du cœur, c'est fini monsieur. Hop, voilà. Non, bah attends, je retente une dernière fois au pli du coude, là où je suis. 39,5. Ça va être un pli du coude les enfants. Bon, faut qu'on fasse le point de situation, en tout cas, avec mal dans la tête. Voilà, par contre, elle a des fractures du rachis, ça c'est sûr. Prends pas de rouge, hein, ça. Partir au scanner. Et elle aurait vomi ou pas? Je sais pas, Donc vous préférez que j'appelle elle? Tu veux quoi? Sparadrap? Voilà, ouais. Pour la petite dame, du coup, j'avais trop speak, c'est ce que je viens de Ah faire. oui, j'attends une place en fait. Ouais, cool. La pandémie au Covid-19 qui évolue depuis plus d'un mois en France nous demande une adaptation exceptionnelle de tous nos services d'urgence avec une agilité importante. On a dû mettre en place beaucoup de mesures. La première a été de privilégier la protection de notre personnel soignant. Alors c'est passé par des procédures d'hygiène en lien avec l'équipe opérationnelle de l'établissement et des procédures d'habillage et déshabillage pour la prise en charge de ces patients suspects Covid. Petit à petit, on a dû s'adapter avec un afflux de plus en plus important de patients se présentant dans les services d'urgence suspects Covid, avec un développement de cette filière au sein de nos services. Donc on a décidé de mettre en place des filières distinctes avec une prise en charge des patients suspects Covid par des personnels dédiés et des locaux dédiés. Tout ça, évidemment, a été mis en place très rapidement, avec une agilité remarquable, une adhésion des équipes et évidemment un lien étroit avec l'ensemble de l'hôpital. Pour ce qui est de l'amont des urgences, un centre d'orientation respiratoire en lien étroit avec la polyclinique, et pour tout ce qui est de l'aval des services d'urgence, une restructuration, une adaptabilité importante des services de réanimation, que ce soit médical ou chirurgical, et des services d'hospitalisation de médecine conventionnelle dans tout l'établissement. Bonjour, je m'appelle Lucie, je suis infirmière en réanimation médicale depuis 7 ans maintenant. Et moi je m'appelle Laura, je suis infirmière en réanimation médicale à Saint-Antoine depuis 6 ans. Beaucoup d'organisation sur les procédures d'hygiène, on fait beaucoup d'habillage, de déshabillage. On a une infirmière logisticienne qui est vraiment Au top. au top. Elle nous a fourni tout le matériel dont on a besoin, les masques, les gants, les surblouses. Je vais remettre
Les cadres qui ont fait beaucoup de recrutement, un énorme travail de recrutement pour qu'on soit jamais en manque de personnel. Il y a les ASH qu'on oublie mais qui font aussi un travail fou, qui comptent pas leurs heures, qui font des courses dans tout l'hôpital pour essayer qu'on ait tout ce qu'il faut pour nos malades. Et pour l'instant, on n'a jamais manqué de rien. Il faut aussi les remercier, je pense. Je pense que c'est surtout qu'il faut vraiment rester chez soi pour se protéger, pour protéger surtout les personnes qui sont fragiles. Parce que les personnes qui sont ici sont déjà fragilisées de base et surtout dans des états qui sont vraiment très graves. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les gens fragiles. On a des gens qui ont entre 40 et 50 ans qui ont juste un petit diabète. Donc au bout d'un moment, restez chez vous. La réa, c'est pas juste de l'oxygène, c'est vous êtes ventilé, vous êtes sur le ventre, vous avez des tuyaux qui vous supplémentent pour tout. Alors restez chez vous, arrêtez de penser au beau temps. Il y a des gens qui sont dans des situations pires que vous. Il y a des gens qui sont dans 15 mètres carrés avec 2 enfants. Alors profitez de votre balcon, mettez de la crème 50 ou sinon on va vous voir déjà tout nu, sachez-le. Et ensuite, restez chez vous, on n'a pas besoin de patients en plus. Nous sommes devant le service de médecine intensive réanimation de l'hôpital Saint-Antoine, à l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors, ce service comporte 3 unités. 2 unités sont entièrement dédiées à la prise en charge des patients Covid, avec 13 patients qui sont ventilés. Et nous avons gardé une unité dédiée aux patients Covid négatifs pour continuer à prendre en charge les patients non touchés par cette infection. Alors, l'upgradage de ce service a nécessité un renfort en infirmières que je tiens à solennellement remercier, parce que sans elles, cette transformation n'aurait pas été possible, avec des gens qui sont venus de partout pour essayer d'amener leur enthousiasme, leur dynamisme et leurs compétences pour nous aider. C'est bon, je suis prêt. 1, 2, 3. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Ok, pour moi c'est ok. Je vais remettre Il faut vraiment me repère parce que ça s'est effacé. Ouais. Mais normalement tu vérifies tu as des repères. Ouais. Et tu vérifies où est-ce que j'ai pas. Je pense qu'ils ont des doses de cheval de sédation. Et de curage aussi. Ouais. Voilà, tous en plus c'est des. L'étage des solutés d'urgence. Ok. Ouais, c'est ça. Donc il faut faire gaffe. Quand ils sont curarisés, techniquement, il y a moins de risques. Mais donc là, vous tirez bien tous les deux sur les fils. Bonjour, je m'appelle Mercedes Caballo, je suis élève IVO de l'hôpital Tenon. Dans ces moments difficiles de Covid-19, on a rentré en renfort depuis le 16 mars 2020. Je suis espagnole de Léon et on est très content de venir à travailler à la réanimation de Saint-Antoine, de l'hôpital Saint-Antoine. Les deux après. Deux que tu retournes aussi. Ah, tout de suite après. Donc là, nous sommes dans l'une des 2 unités de réanimation que nous avons upgradées, qui comporte 8 lits. C'est l'ancien service de soins intensifs de neurovasculaire, donc qui a été complètement équipé pour pouvoir accueillir 8 patients ventilés. Donc il a fallu tout monter, les ventilateurs, les seringues électriques et recruter du personnel. Médical et non médical, et là je remercie encore le personnel non médical qui s'est mobilisé de façon vraiment très importante pour venir nous donner un coup de main. Alors il a fallu former ces personnels parce que toutes n'avaient pas une expérience de la réanimation, mais avec des tutoriels très courts, très concis et pragmatiques, et avec un encadrement avec des infirmières chevronnées. Pour l'instant les choses se sont plutôt bien passées. Alors là, on a 2 patients qui sont en train d'évoluer correctement, qui sont désédatés, toujours ventilés, mais qui parlent avec leur infirmière. Donc là, je pense qu'on tient le bon bout. Et on va continuer comme ça, en espérant que la courbe des patients affectés ne reparte pas à la hausse.
Prêt? Ouais. Prêt. À 3, vers l'ouaille. 1, 2. Est-ce qu'on a la main? J'ai la main. Il l'a, Et on a l'épaule. Et ben on tire doucement. À 3, 1, 2. Ok. Ouais. Tu peux pas changer de main? Les deux sont assez hauts en fait. Ouais, non, c'est bon. On va attacher la Sinon, moi je vous prendrais bien ça pour les chiens. Hein. Je suis Chloé, infirmière en consultation pansement pédiatrique à l'hôpital Trousseau. Ça va faire maintenant 3 semaines que je suis arrivée sur Saint-Antoine dans l'unité de réanimation. Cette unité de réanimation au bâtiment Lemierre du coup a été montée il y a quelques temps. Donc c'est une unité de réanimation dans un service d'hospitalisation. Passer de la pédiatrie à l'adulte, c'est pas facile et d'autant plus que de passer des pansements à une réanimation Covid, c'est encore totalement différent. Il y a un peu plus d'un mois maintenant, j'ai perdu ma mère du coronavirus. C'est survenu assez brutalement finalement, puisque au début de la phase connue coronavirus, même si on en parlait beaucoup dans les médias, on parlait un peu moins des malades. Et lorsque c'est tombé sur ma mère, c'était une grande surprise pour mes frères et sœurs et moi-même. Donc, avec beaucoup d'inconnus devant nous, c'est-à-dire qu'on savait que la maladie était dangereuse, mais pas forcément aussi mortelle qu'on l'avait envisagé. Cette maladie, avec sa spécificité, faisait qu'il y avait beaucoup de problématiques de relationnel, de confinement, de choses qui se font dans un cadre normal qui ne pouvaient pas se faire, dont notamment les visites. Et on a eu beaucoup d'échanges avec le service, et surtout on a eu la possibilité par le service de rendre visite à plusieurs reprises à ma mère avant qu'elle ne décède. Et ça a été quelque chose de très très important pour nous. Dès le début de l'organisation de la prise en charge des patients Covid dans l'hôpital, il y a eu une réflexion qui s'est imposée autour à la fois des patients qui allaient avoir besoin de soins palliatifs, et évidemment de façon totalement intriquée dans le raisonnement de la prise en soin de ces patients, s'est imposée une réflexion sur l'accueil des familles de ces patients qui étaient en phase palliative d'une pathologie grave et d'une pathologie qui nous imposait une éviction a priori des familles. Et malgré ce contexte de pandémie et ce contexte vraiment très contraignant, on a continué, on a vraiment fait en sorte d'organiser une prise en soin et un accompagnement des personnes et de leurs familles la plus humaniste possible. Et on a réussi tous ensemble, parce que c'est vraiment un travail d'équipe et un travail collaboratif. Et beaucoup de gens ont contribué d'une manière ou d'une autre à cette organisation. On a fait en sorte de continuer à être attentif à l'accueil des familles, des patients qui étaient en situation palliative en raison du Covid. Dans tout l'hôpital, les services ont dû modifier leur structure, et ce lieu qui est habituellement la salle d'attente de la consultation du MIT est devenu le salon d'accueil des familles, où nous avons organisé tout un parcours. Les familles étaient appelées, un rendez-vous était donné, puis nous les accueillons ici avec soit du café, une boisson chaude. Les familles étaient conviées, l'accueil était donc fait par les externes ou l'étudiante d'infirmière de pratique avancée. Puis le médecin venait discuter, donner des informations sur l'état de santé du patient, puis après l'emmenait auprès du patient.
La particularité de ce lieu d'accueil qui était donc extérieur au service, c'est que ça a permis vraiment de poser les choses avant d'amener les familles voir leurs proches, qui étaient donc en train de décéder dans des circonstances particulièrement, en général, rapides et tragiques. Alors il y avait évidemment des gens âgés, fragiles, qui auraient pu décéder d'autre chose, mais il y avait aussi des gens plus jeunes qui malheureusement ont été emportés éventuellement de façon peut-être plus précoce que ce que la vie naturelle aurait été. Les patients admis étaient principalement des patients âgés, pour la plupart d'entre eux, donc déjà en général d'emblée déjà fragiles, ou parfois encore très autonomes, mais simplement d'un âge au-delà de 80 ans, on va dire. Ce qui peut être jeune quand on a n'importe quelle autre maladie, quand on fait une pnéumopathie bactérienne par exemple. Avoir 80 ans, c'est pas forcément un facteur de gravité si on est très autonome, alors qu'avec le Covid, malheureusement, on sait que cette maladie est plus grave chez les personnes plus âgées. Donc nous avions des gens âgés, nous avions eu aussi des patients plus jeunes, mais qui avaient pas mal de comorbidités, qui éventuellement avaient une autonomie réduite, étaient déjà fragiles avant d'attraper la maladie et qui du coup, dont la maladie était d'emblée extrêmement grave et n'a pas répondu aux traitements médicaux entrepris. Et dans ce contexte-là, les patients nous ont été adressés, alors soit d'emblée par les urgences, soit par d'autres services de l'hôpital, nous avons eu la médecine interne, la maladie infectieuse et les soins continus notamment, pour une prise en charge palliative, un accompagnement de fin de vie. On avait un numéro spécifique dont la ligne était détenue par les médecins la journée et les infirmières la nuit, où les familles pouvaient appeler 24 heures sur 24, vraiment à n'importe quel moment, pour avoir des nouvelles. Nous avons pu quand même préserver un lien entre les patients et les familles et permettre aux familles d'accompagner leurs proches en douceur. Notre équipe de soins palliatifs sur l'hôpital Saint-Antoine intervient depuis de nombreuses années auprès des patients et des équipes pour aider à la gestion des symptômes et des prises de décision en fin de vie. À l'occasion de cette épidémie de Covid, notre organisation a été un petit peu remaniée compte tenu de l'importance des patients, du nombre de patients qui a été hospitalisé et aussi de leurs symptômes. Cette maladie a apporté des spécificités particulières et notamment des aggravations pour des symptômes pneumologiques brutaux qui n'étaient pas forcément prévisibles quelques heures auparavant. Cette pathologie spécifique Covid a aussi mis en difficulté de nombreux soignants, médecins et infirmières, etc. Parce qu'il fallait prendre des décisions dans une semi-urgence, ce qui n'est pas le cas habituellement. Donc notre organisation, ça a été vraiment de venir auprès des équipes médicales et soignantes, des patients et des familles, pour réfléchir à apporter le maximum de réponses éthiques, de décisions et aussi d'explications. Beaucoup de soignants n'étaient pas dans leur service et sont venus en renfort. Par exemple, il y a des infirmières qui sont venues de crèches, des crèches de Paris, pour s'occuper de patients en fin de vie. Donc il y avait vraiment un support, un soutien à apporter à ces équipes qui était vraiment extrêmement important. C'est vrai que lors de la mise en place de ce secteur-là, c'était un petit peu... J'y allais pas avec beaucoup, on va dire, de sérénité, je peux l'avouer. J'étais un petit peu inquiète, sachant que moi j'étais en arrêt. Donc lorsque moi je m'informais de ce qui se passait, surtout à la télé, se dire que notre service va se transformer en service Covid avec des patients qui sont pour la plupart en fin de vie, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. Déjà de par la pathologie, la peur de se faire contaminer, et de plus des patients qui pouvaient être plus ou moins jeunes, chose pour laquelle on n'est pas habitué à faire face dans les accompagnements vers la mort. Donc il y avait deux choses qui se mettaient face à moi, qui me disaient « est-ce que je vais pouvoir tenir ?» Ce qui nous a beaucoup guidés, tant au moment de la création de cette unité, c'était un petit peu l'objectif, c'est cette prise en charge tout à fait particulière des proches dans ce contexte du Covid, à savoir cette temporalité totalement particulière où les proches n'ont pas le temps
déjà d'intégrer la notion de la contamination, que déjà l'aggravation survient et que le décès arrive. Et prendre du temps avec eux sur le plan médical, prendre le temps d'entendre leurs préoccupations au moment où ils arrivent pour rendre visite à leurs proches était quelque chose qui nous est apparu comme une évidence. Et on a essayé de faire ça à chaque fois que cela a été possible. Le soin particulier apporté aux proches est quelque chose qui fait partie je dirais, du projet de tous les services qui accueillent les patients en fin de vie et qui décèdent dans le service. Sauf que là, dans cette situation particulière, c'est quelque chose qui était amplifié par le peu de temps dont les familles disposaient pour vivre ça et de peu de temps dont nous-mêmes nous disposions pour leur permettre de vivre ce temps. Les premiers symptômes ressentis avaient débuté probablement une bonne semaine avant mon hospitalisation, sous forme de grande fatigue, de maux de tête, mais je n'avais pas de fièvre ni de problème respiratoire. Et qui fait que j'ai travaillé jusqu'au matin de mon hospitalisation sans me rendre compte de la gravité de la situation. Ce n'est que dans la soirée en fait que les symptômes se sont aggravés, ce qui a motivé l'hospitalisation. Après un court passage aux urgences où ils ont posé le diagnostic d'infection au SARS-CoV-2, j'ai été transféré en service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, où 48 heures après, j'ai basculé en détresse respiratoire aiguë, nécessitant donc une hospitalisation en réanimation. Après cette épreuve de 3 semaines à l'hôpital, j'en garde un très bon souvenir. Bon souvenir des soignants, que ce soit les aides-soignants, les infirmières, les médecins, leur bienveillance et surtout leur capacité à s'adapter à des situations d'urgence. Et ça fait maintenant 3 semaines que je suis rentré chez moi et je retrouve une vie à peu près normale avec toujours le confinement, mais bien confiné à la maison et au jardin, entouré d'oiseaux et de poules et de coqs. Et donc je reviens à une vie normale progressivement avec une capacité physique qui s'améliore de jour en jour et avec quand même une nécessité d'une rééducation avec l'aide d'un kinésithérapeute qui me prend en charge depuis 2 semaines. J'envisage de reprendre mon activité professionnelle le plus tôt possible, dès que j'aurai une meilleure adaptation à l'effort et surtout un réaménagement de mon cabinet médical qui, je pense, après cette épidémie, nécessite de revoir un peu l'aménagement et surtout la réception des patients parce que jusqu'à présent, je recevais beaucoup des patients sans rendez-vous. Et je pense que ultérieurement, il y aura un changement radical dans ma façon d'exercer ma profession.